Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Je pense que vous êtes désormais au courant, le troisième F-16 ukrainien a été officiellement perdu et apparemment à cause d'un souci lors d'une mission d'interception de drones / missiles de croisière russes qui tentaient de frapper le territoire ukrainien. Ce qui va être intéressant grâce à ces annonces, c'est d'un peu mieux comprendre l'usage que font actuellement les Ukrainiens de leur matériel, de leur F-16, quelles leçons ils ont ou n'ont pas tirées de la perte d'un MiG-29, heureusement sans la mort du pilote, comme c'est le cas là pour le F-16, il y a maintenant quelques temps, lors d'une mission similaire. Et c'est l'occasion de se poser quelques questions sur la pertinence d'utiliser un avion de chasse contre des drones, notamment au canon. Le moment également, alors que l'armée de l'air et de l'espace communique sur ses campagnes de tir Hazara pour son dernier escadron de chasse, en qualification aérienne, de comprendre comment sont formés les pilotes de chasse au tir aérien, et après d'ouvrir un tout petit peu sur le fameux MDA, le maîtrise des risques aéronautiques, cette fameuse équation qui nous vient principalement du politique, du décideur, sur la balance culture de la sécurité versus culte de la mission, qui est une dichotomie, un défi quotidien pour les pilotes de chasse, et ils doivent essayer de savoir comment prendre leurs décisions. Et cet alignement vient de l'état-major, qui traduit en fait une volonté politique. On va discuter de tout ça juste après le jingle. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mach 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, le tout dans les délais impartis et surtout avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Alors si vous n'avez pas encore commandé Crash, n'hésitez pas à le faire, on va bientôt faire un envoi pour ce mois-ci. On vous rajoute dans les envois un petit patch débrief, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et si on commence de manière aussi légère, c'est parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Le pilote du F-16 s'est éjecté. Ce que l'on sait, c'est qu'il a réussi à détruire plusieurs drones avec des missiles, probablement des AIM-9, les fameux serpents à sonnette, les Sidewinder, avant de vouloir finir au canon d'autres drones / missiles, et que c'est lors de cette dernière passe qu'il a eu un souci, et alors qu'il voulait faire sa passe canon, un souci technique l'a contraint à l'éjection, non pas sans avoir avant orienté son aéronef vers une zone non habitée. Je vous rappelle que pour la sécurité, un pilote de chasse, chaque fois qu'il s'installe sur son siège éjectable, il se rappelle un petit peu ses priorités. Et la priorité en termes sécuritaires pour un pilote de combat, c'est 1, je tue personne au sol, 2, je meurs pas, et 3, j'essaye de ramener mon avion intègre si c'est possible. Alors c'est important d'y penser comme ça, sinon vous pensez pas à éviter la zone habitée avant de vous éjecter. Si vous pensez juste à votre survie, ça marche pas. Si vous pensez juste à ramener l'avion, vous oubliez de vous éjecter. C'est pour ça que c'est important de prendre ces concepts macro, comme la sécurité, et de bien les décomposer en actions concrètes qui vous serviront le jour où vous avez besoin. Alors, ce que l'on sait des autres pertes, la première avait été documentée, c'était un tir fratricide, l'improviste de coordination entre les défenses aériennes et entre le F-16, qui avait amené les défenses aériennes à abattre le F-16. Le deuxième, perte également documentée du côté du front, on n'en sait pas vraiment plus, mais ça montrait que les Ukrainiens les engageaient au combat. Et le troisième, là on est sur de la CAP, Combat Air Patrol, de la protection de l'espace aérien, pour venir soutenir les défenses solaires, peut-être dans un trou où ils n'ont plus de défense solaire, et pour venir faire de l'attrition dans ces drones qui attaquent quasi de manière quotidienne le territoire ukrainien. Alors la question forcément que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut la peine d'envoyer un avion de combat contre des drones à quelques milliers de dollars quand on sait qu'on va tirer un missile qui lui coûte, on va dire, $1 million ou un demi-million de dollars en fonction de ce que vous tirez. Et oui, effectivement, les obus coûtent moins cher. Donc ce qu'il faut comprendre, il y a différentes choses. La première chose, c'est actuellement, les Ukrainiens utilisent notamment de l'AIM-9, du Sidewinder d'ancienne génération. Ce sont des missiles qui de toute façon vont aller en fin de vie, vont devoir être démilitarisés. Donc les tirer ne coûte pas vraiment un demi-million de dollars ou $1 million à chaque fois. Donc c'est un bon usage de cet armement-là. Il n'y a rien à dire. Maintenant, en termes de gestion des stocks, oui, on préfère y aller au canon. Mais on se heurte à une réalité. Et la réalité, on va en parler dans quelques minutes, c'est qu'aller chercher un drone de nuit à basse altitude au canon, et même de jour, c'est pas un sport de masse. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres types de vecteurs qui sont utilisés contre ces drones? Oui,
On l'a vu en Ukraine avec du Yak-52, regardez ces images. On a vu également des hélicoptères, des Apaches israéliens. On a même vu que certains pays de l'OTAN s'entraînent maintenant à abattre les drones, les missiles de croisière avec les hélicoptères. La Marine nationale a réussi avec un Panther à détruire un missile de croisière Houthi. Donc vous voyez, il y a de tout. On peut utiliser une multitude de vecteurs. On a également maintenant des drones intercepteurs qui sont de plus en plus présents. Mais il y a toujours cet avion de combat qui peut être utilisé dans ce rôle-là, mais on va pas se mentir, c'est pas vraiment son rôle phare. Même s'il a été utilisé par les Occidentaux lors de la frappe de l'Iran contre Israël, il a été utilisé par l'armée de l'air et de l'espace, qui a eu des kills comme ça, par la Royal Air Force, par l'US Air Force, et à chaque fois c'était plutôt des kills avec du missile plutôt infrarouge, missile à courte portée. On a entendu certaines personnes dire qu'on pouvait engager des drones à des dizaines de kilomètres. Non, vous allez engager un drone quasi à vue, vous êtes quasi dessus parce que vos capteurs, vos senseurs, pour une multitude de raisons, vous devez vous rapprocher avec votre avion de combat. Et donc là, vous allez devoir réduire votre vitesse, vous allez devoir descendre pour venir du côté de l'altitude du drone. Et en fait, vous mettez votre avion de chasse en danger. Donc toute la problématique de cette chasse au drone, c'est que ça fait sortir l'avion de combat de sa zone d'excellence, la haute vitesse, la longue distance, un avion de chasse moderne, pour l'amener dans la zone d'excellence du drone, la basse altitude, la basse vitesse. Et les avions de chasse n'aiment pas voler lent, n'aiment pas voler bas, pour une raison toute simple. Si vous avez des pannes moteur à basse altitude avec un avion de combat et que vous n'avez pas beaucoup de vitesse, vous n'avez pas de porte de sortie. Donc vous avez alors deux options. L'option numéro 1 qui est de maintenir une forte vitesse et de faire des hippodromes et à chaque fois de tirer. Mais c'est très compliqué de garder la conscience de la situation sur la position de votre drone, surtout s'il manœuvre. Et l'option numéro 2, vous réduisez votre vitesse, vous montez en incidence. Et là, vous vous retrouvez proche de vos vitesses minimum d'évolution. Vous vous retrouvez sans défense en cas de collision aviaire, en cas d'avarie. Et surtout sans capacité vraiment à manœuvrer. Vous restez dans une zone de guerre. Et quand vous n'avez pas d'énergie, rappelez-vous les Messerschmitt 262, ils se faisaient abattre par les P-51 à l'atterrissage. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas faire face aux menaces quelles qu'elles soient. Autre leçon, retour d'expérience de cet affrontement Iran contre Israël, où les Occidentaux se sont retrouvés au milieu, eh bien, c'est que des Américains ont essayé d'abattre des drones au canon. De nuit, ils n'ont pas réussi. Alors, on est dans un contexte avec des règles d'emploi qui sont légèrement différentes que ce qu'ont les Ukrainiens. Les Américains avaient leur cadre d'emploi, leur manière de faire un peu différente. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est vraiment pas facile. Et la raison pour laquelle ce n'est pas facile, c'est tout simplement que ce n'est pas encore vraiment dans la culture. Regardons ces images de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a eu un super déploiement du 1.5 qui a eu lieu à Zara. Donc le 1.5, c'est le nouvel escadron Rafale, c'est le Vendée. Ils sont au pied du Ventoux, une base absolument mythique, orange, les chevaliers du ciel. Exit le Mirage 2000. Maintenant, ce sont des magnifiques Rafales. Ils ont des super locaux, une super escadre. Et ils sont tous partis à Solenzara. Pourquoi Solenzara? Parce que traditionnellement, c'est là que se font les campagnes de tir RR, il y a également de l'air-sol, c'est juste à côté où mon père s'est éjecté, et les campagnes de tir RR de l'armée de l'air se font avec un Alpha Jet qui va vous sortir une cible, qui va se mettre à faire une certaine géométrie, et avec votre avion de combat, en moyenne altitude, à forte vitesse, regardez ces images, vous allez venir acquérir la cible radar, elle est radarisable, vous allez l'accrocher radar, ouvrir le feu et dégager. Tout ça se fait à forte vitesse. Pourquoi? Parce que la philosophie de la formation du pilote de chasse en combat canon, c'est de tirer sur un autre avion. Et l'autre avion est généralement au-dessus des 250 nœuds. À partir de là, toute la doctrine, tout le retour d'expérience de ces 80 dernières années se fait à ces vitesses-là. Et le sport qui consiste à aller chasser à basse altitude, à basse vitesse, il n'y a pas grand monde qui s'y est collé, il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience hormis celui des Ukrainiens, et on voit qu'ils ont déjà perdu 2 aéronefs dans la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'à un moment, il va falloir faire ses choix. Soit on décide de changer la culture / la formation des pilotes de combat, on réfléchit sérieusement à un cursus pour former les pilotes, à savoir aller chasser à basse altitude des cibles lentes, pourquoi pas, très bien, beaucoup de simulateurs, beaucoup de réflexions, des centres tactiques qui réfléchissent, soit on arrête d'envoyer des avions de combat, faire ces tâches-là, et on demande de le faire au missile uniquement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a vu les qualifications tiers armée de l'air, là, c'est de jour. Rajouter de nuit, c'est autre chose. Rajouter bas, c'est encore autre chose. Ce qui nous emmène vers les TwoSense. Alors les TwoSense, comme je vous disais, c'est toujours ça. C'est comme est-ce qu'il faut livrer des Mirage 2000, est-ce qu'il faut livrer des F-16? On est constamment dans une équation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Et qui décide en démocratie? Le
politique. Le militaire, il exécute. Et vous retrouvez toujours des conseils / des avis d'expertise, mais jamais des vérités générales, parce que le militaire, lui, doit s'adapter. Et donc, l'état-major prend ses consignes au niveau du politique, va les traduire à l'escadron, et l'escadron, lui, le pilote, qu'est-ce qu'on lui dit pour faire simple? On lui donne un niveau de risque. C'est généralement comme ça que ça se finit. Et c'est comme quand vous faites de l'investissement, si vous voulez. C'est le niveau de risque faible, moyen, haut ou ultime. C'est-à-dire, niveau de risque faible, tu vas faire la mission, mais tu ramènes tous tes avions. Ok. Niveau de risque moyen. Mais en gros, c'est un peu plus de perte qu'à l'entraînement, mais on voudrait quand même récupérer tous les avions. Niveau de risque haut, vous partez à 4, vous revenez à 3, c'est pas top, mais on accepte. Et niveau de risque extrême, pensez par exemple à un raid nucléaire, allez faire la mission, si vous n'avez pas à revenir avec les avions vivants à la base, ça fait partie du job. Donc par rapport à ça, vous adaptez votre tactique. Si moi je suis pilote de Rafale, on me dit il faut protéger l'espace aérien ukrainien, il y a des drones qui rentrent, je vais demander tout de suite quel est mon niveau de risque. Ensuite je vais demander l'altitude à laquelle j'ai le droit de descendre, vitesse minimum auquel j'ai le droit de descendre, et ça c'est peut-être mon escadron qui va me les donner, et après je vais pouvoir faire la mission en respectant le cadre qui m'est donné. À l'intérieur de ce cadre, on aura défini en avance ce qui est conforme au cadre, et ce qui n'est pas conforme au cadre. Ouvrir le feu avec des missiles infrarouges à courte portée jusqu'à, 800 mètres de la cible, risque level faible, ou risque level médium si vous voulez. Par contre, aller chasser au canon, peut-être dans du high jusqu'à, 500 mètres de la cible, et si on se rapproche à moins de 500 mètres de la cible, peut-être qu'en fait, c'est du extrême. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, personne n'engage au canon à moins de 500 mètres de la cible. Et là, on est cohérent avec un risque level high. Ou alors, on dit, personne n'engage canon tout court, parce que ramener les F-16 est plus important que détruire ces drones. Et c'est là, accepter parfois, qu'il vaut mieux préserver votre matériel au combat que le perdre, même si cela vous coûte des drones qui viennent percuter votre population civile ou vos installations militaires. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à la guerre, il n'y a que des décisions qu'il faut derrière pouvoir assumer. Les Ukrainiens ont déjà perdu un MiG-29 dans ce type de mission, ils viennent de perdre un F-16. S'il y a une chose à retenir de cet événement, c'est que les Ukrainiens assument perdre des avions de combat face à des drones ou des missiles de croisière, car ils estiment que la protection de leur population, que la protection de leurs installations mérite ce type d'engagement. Et pour l'instant, cela n'aura pas coûté de vie. Et en définitive, s'il y a une chose qu'on peut retenir, nous, armée occidentale de tout ça, eh bien c'est que depuis des années, dans la guerre asymétrique, on a mis le culte de la sécurité au-dessus du culte de la mission. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous manquons de volume dans nos armées. Et que là, actuellement, ce que l'on est en train de voir, c'est que par moment, il faut savoir mettre le culte de la mission au-dessus du culte de la sécurité, mais que cela n'est possible que si vous avez du volume. Des F-16 arrivent en livraison nombreuse ces derniers temps. Je pense que ce qui leur manque le plus, c'est des pilotes. C'est une bonne chose que les F-16 soient équipés d'un siège éjectable. Je ne serais pas étonné que la capacité d'éjection soit prise en compte dans leur réflexion autour du risque level. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Pourquoi pas, à bientôt. Il nous reste quelques places pour des conférences en juin. Sinon, à la rentrée, on se voit peut-être cet été sur le bassin d'Arcachon. Allez, à très vite et fly safe.